Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo sur mon environnement de travail, mon environnement d'enseignement à distance en France. On avait fait une vidéo sur comment je travaillais depuis le Japon pendant le confinement, à l'époque vraiment centrée sur la partie recherche, et j'avais envie de vous partager ici en France un petit peu plus en détail le cadre dans lequel je suis quand j'enseigne à distance, aussi quand je fais des réunions, mais la contrainte lorsqu'on fait des réunions est un peu différente de celle qu'on a quand on fait de l'enseignement, qu'on veut transmettre quelque chose, malgré le fait d'avoir tous les étudiants qui sont à distance pendant 2 heures ou 4 heures, donc ça nécessite un équipement particulier aussi pour être vraiment sûr que tout se passe bien à chaque fois. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo en 2 temps, d'abord mon environnement, on va dire matériel, et dans un deuxième temps, l'environnement logiciel que j'utilise pour, on va dire, animer au mieux ces cours à distance. On y va. Donc première étape, le matériel. Donc le matériel, j'utilise en principe en machine principale un MacBook Pro qui est connecté à mon iPad, iPad Pro qui est un iPad qui me permet d'annoter directement, par exemple sur des diaporamas ou de faire des démonstrations en les écrivant dans un carnet de notes, mais je reviendrai sur la partie logicielle un tout petit peu après. Et puis, il ne vous aura pas échappé que j'ai une autre machine qui est à côté, qui est là, qui me sert simplement à avoir le retour comme si j'étais un étudiant. Donc, c'est une vieille machine dont je me sers pour vérifier à tout moment ce que voient les étudiants. Donc, c'est forcément lié au logiciel ensuite que j'utilise pour faire de la visio. Ici, c'est l'application Zoom, puisque c'est Zoom que nous avons dans mon établissement qui est déployé pour tous les personnels, mais ça aurait pu être aussi la même chose avec un autre outil comme Teams, Big Blue Button ou autre. Donc l'objectif ici pour moi, c'est vraiment de vérifier à tout moment que les étudiants, d'une part, voient bien ce que je suis en train de partager, et d'autre part, eh bien, voir en même temps un retour sur leurs questions, parce que quand je regarde ma machine, quand je fais un partage direct, je ne le vois pas forcément directement. Dans les autres éléments qui ne sont pas anecdotiques, vous aurez vu que je viens avec ma petite gourde d'eau pour tenir 2 heures, aussi mon paquet de mouchoirs au cas où, et parallèlement, maintenant, des éléments qui me paraissent importants pour assurer une bonne qualité de flux vidéo, eh bien c'est tout ce qui est lumière. Donc en termes de lumière, ici, à l'heure où je tourne cette vidéo, la lumière naturelle est plutôt favorable. J'ai une fenêtre qui m'éclaire et qui m'apporte une lumière tout à fait satisfaisante et à laquelle je peux rajouter la lumière de la pièce. C'est un élément à ne pas négliger. En fait, cette question de lumière peut vite être résolue aussi si on est dans des pièces plus sombres par simplement le fait d'utiliser une petite lampe de chevet comme ça. Je l'ai fait il y a quelques années pour animer par exemple un MOOC. J'avais besoin d'avoir une source de lumière supplémentaire. Et autrement, vous avez bien sûr le matériel éventuellement pro, par exemple le matériel qu'on utilise classiquement sur la chaîne, c'est-à-dire un cerceau de lumière qui va venir nous éclairer. Jusqu'à maintenant, pour mes cours à distance, j'en ai pas eu besoin. Donc, on va dire, ça m'évite d'avoir une source de chaleur supplémentaire. Et pour le son, même chose, on n'a pas forcément besoin d'un matériel très compliqué. Par exemple, les AirPods qui sont fournis avec le matériel Apple, souvent ici, sont souvent suffisants pour avoir une qualité tout à fait acceptable pour les personnes qui suivent le cours à distance, mais on peut évidemment remplacer les AirPods si on veut avoir un matériel de qualité audio encore meilleure par des micros tels le micro Rode NT USB. Je le garde à disposition, mais à vrai dire, j'avais fait des tests pour du cours à distance. Les AirPods paraissaient tout à fait satisfaisants et puis me pose pas de question d'avoir un matériel supplémentaire, donc je reste comme ça, et en termes de qualité sonore, c'est aussi tout à fait satisfaisant. Donc voilà, dernier élément, vous aurez vu que j'ai relié du coup mon MacBook Pro à mon iPad en filaire. Je pourrais faire du partage de l'écran de mon iPad directement via le Wi-Fi, mais pour éviter de contraindre et de surcontraindre le réseau, je préfère le faire directement en filaire de cette manière-là. Et enfin, j'ai toujours à proximité mon téléphone qui peut me permettre de faire une recherche rapide sur un document dont j'ai besoin en plus. Et puis surtout, si le réseau Wi-Fi me lâche, je peux faire un partage de connexion
4G à la volée pour reprendre mon cours. Bon, en pratique, ça ne s'est pas passé, mais on n'est jamais à l'abri d'une coupure électrique. Et par exemple, il y a quelques semaines, j'avais vécu ça en plein cours de japonais. Là, c'était moi l'étudiant, mais le réseau électrique était tombé pendant une dizaine de minutes et j'étais passé du coup sur le mode 4G, ce qui me permettait du coup de pouvoir poursuivre mon cours de japonais avec ma professeure qui est, elle, à Tokyo. Voilà donc pour l'environnement matériel que vous avez pu voir. Maintenant, je vais aborder un petit peu la question de l'environnement logiciel. Donc maintenant, je vais aborder la question des logiciels qui sont utilisés. Donc comme je disais, il y a beaucoup de solutions de visioconférence qui existent. J'en ai essayé pas mal aussi. Il se trouve que dans mon établissement, on a tous une licence Zoom éducation complète. Donc c'est cet outil-là qui est utilisé. Donc pour Zoom, c'est très facile à créer. Les réunions sont créées en ligne, en avance, avec quelques configurations importantes comme le fait d'ajouter un mot de passe, ce qui fait que seuls les étudiants qui ont le mot de passe peuvent se connecter. Ça n'empêcherait pas d'avoir un étudiant qui partagerait à quelqu'un qui n'est pas de sa promotion ce mot de passe-là. Donc éventuellement, on peut même rajouter le fait de limiter aux personnes qui sont authentifiées dans Zoom selon un certain niveau de sécurité dans l'application pour l'accès, mais globalement pour un cours, objectivement, juste le mot de passe suffit. Ensuite, eh bien, dans les autres éléments que je configure en avance, eh bien, le fait que les étudiants qui rejoignent la session Zoom, ils ont leur micro coupé par défaut. Ça évite qu'un étudiant qui part et qui revient, par exemple, a le micro ouvert et puis on entend son chat ou des travaux qui sont dans sa rue. Donc là, au moins, ça limite la chose. De la même manière, je coupe la caméra des personnes qui entrent automatiquement dans le pré-réglage de Zoom, ce qui permet d'éviter tout souci. Voilà, on utilise beaucoup d'autres fonctionnalités du Zoom comme par exemple l'affectation de groupe. On peut faire travailler les étudiants en groupe, en binôme, en trinôme, en plus que ce qu'on veut. Donc il y a pas mal de petites choses autour de Zoom qui sont assez intéressantes d'un point de vue pédagogique. Et puis surtout, en fait, quand je suis dans une posture plutôt de transmission directe en cours magistral ou en TD, eh bien ce que j'utilise majoritairement, c'est tout ce qui est partage d'écran. Donc ce qui est assez agréable avec le logiciel, c'est qu'on peut choisir de ne partager qu'une seule fenêtre. Donc de cette manière-là, on sait qu'on va pas avoir d'éléments intempestifs qui vont venir s'afficher à l'écran. Donc ici, par exemple, je partage mon diaporama que je peux défiler tel quel. Et puis surtout, plus que le diaporama, eh bien, je peux partager quelque chose qui est encore plus pertinent pour moi, c'est de partager le flux de mon iPad puisque je peux annoter directement dessus. Donc dans ce cas-là, je choisis de partager l'écran de ma tablette. Donc dès lors, c'est tout l'écran de ma tablette qui est partagé et entre autres, eh bien, mes notes, comme ici, où je vais pouvoir utiliser l'application GoodNotes pour directement annoter ce que j'ai à faire. Donc très pratique, logiciel qui permet de rajouter des formes, rajouter beaucoup de choses. Donc je vais directement pouvoir passer aussi de la gomme au stylet juste en double-cliquant sur mon élément. Et donc je peux directement rajouter un exemple de modélisation où j'ai un système que je cherche à représenter. Donc ça c'est pratique. Et puis je peux rajouter à la volée des feuilles blanches. Ça aussi, donc je peux passer d'une feuille à l'autre et je peux rajouter des feuilles. Donc cet élément-là, je peux rajouter une feuille après. J'arrive sur un élément si j'ai besoin d'une explication ou de répondre à une question qu'un étudiant a posée. Donc je vais pouvoir la traiter directement et dans mon application avoir tous les éléments et qui s'affichent pour les étudiants en direct. Donc ça permet d'ajouter de l'interactivité et un peu de dynamisme plutôt que de simplement jouer un diaporama sans, on va dire, véritablement implication dans la chose. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour moi. Et puis, évidemment, quand on fait les cours à distance, le risque, c'est d'avoir l'impression de parler face à un mur, mais il faut arriver à susciter les interactions avec les étudiants. Donc pour ça, poser des questions. Et pour avoir leur retour, eh bien, il y a évidemment les outils de discussion, de chat qu'il y a par exemple dans Zoom, mais pas seulement, on peut envisager d'utiliser d'autres applications. Donc il se trouve que dans mon établissement, il a été adopté une licence du logiciel WooClap, qui est un logiciel qui permet en fait de gérer
des questionnaires, de les préparer en avance. Là, vous avez par exemple l'ensemble de mes questionnaires. Je vais lancer un questionnaire ici, donc c'est un questionnaire que j'ai vraiment lancé. Et pour les étudiants qui ont le lien du questionnaire, eh bien, ils voient directement s'afficher la question. Donc par exemple, Dracofeu est-il un Pokémon de type dragon? Est-ce que mes étudiants avaient répondu de manière correcte? Oui, la majorité avait répondu de manière correcte. En fait, c'était une question initiale pour vérifier que tout le monde était, on va dire, habitué avec le logiciel. Et après, évidemment, j'avais préparé des questions à la fois sur le cadre de l'évaluation, sur leur environnement, etc. Donc voilà, c'est très pratique. J'adore WooClap pour cet élément d'interaction avec les étudiants. Et puis, il y a d'autres outils qui permettent d'avoir des interactions avec les étudiants. Et notamment, quand on leur donne des exercices en TD, c'est bien de pouvoir voir ce qu'ils font. Alors, quand on est dans la salle, on va pouvoir se faufiler dans les rangs et regarder là où ils en sont, et puis leur faire des commentaires. Bah, cet élément-là, il est incorrect, tu devrais faire plutôt comme ça. Ou ici, c'est très bien. Donc tout ça, ça manque un petit peu à distance, mais il y a plein de logiciels qui permettent d'avoir cette vision collaborative sur ce que font les étudiants, autre que simplement leur dire de partager leur écran. Et par exemple, dans ces logiciels-là, bien sûr, il y a les outils comme les outils Framapad qui permettent de faire de l'édition collaborative et d'avoir par exemple plusieurs personnes qui vont modifier en même temps un document. Donc ça permet par exemple de voir ce que font les étudiants. Récemment, je me suis mis à utiliser Google Jamboard qui permet par exemple de voir concrètement, de créer des schémas et de voir les modifications qui sont apportées. Donc par exemple dans un Jamboard, eh bien, les personnes qui ont le lien avec lequel je leur partage, eh bien, peuvent voir en direct les modifications, mais peuvent aussi faire des modifications. Donc là, si les étudiants ont mon lien, ils peuvent bouger mes différents éléments, écrire dedans, etc. C'est vraiment très pratique. J'espère que trouver d'autres logiciels un peu équivalents. Et puis dans ce qui est écriture scientifique, pour de l'édition collaborative, il y a des outils comme Overleaf qui permettent d'écrire du LaTeX de manière collaborative, ou encore HackMD pour faire du Markdown, qui est un logiciel, qui est un langage qui permet de prendre des notes et aussi de mettre des éléments un peu plus scientifiques, voire faire apparaître des schémas, ce qui est très chouette, donc qui permet du coup pas mal d'interactions. Donc plein d'outils dont on peut finalement créer des pages, les donner le lien aux étudiants, les étudiants vont aller écrire dedans, l'enseignant peut ainsi vérifier ce que les étudiants écrivent et puis au fur et à mesure construire une solution. Donc généralement, moi je donne du temps à mes étudiants pour qu'ils réfléchissent sur un problème, je regarde en même temps ce qu'ils font en direct, je leur fais quelques commentaires, et puis après on construit de manière collaborative une solution par rapport à un exercice donné. Donc ça permet d'être sûr que tout le monde finalement construit sa solution et est d'accord par rapport à ce qu'il en est. Donc là par exemple récemment on faisait de la modélisation de cas d'utilisation d'un système de chauffage, donc un diagramme 6ML associé qu'on a construit en interaction avec les étudiants. Donc ici progressivement en ayant leur retour aussi via le système de visio. Voilà un petit peu cet environnement logiciel que je prépare du coup de manière à avoir ces interactions en amont. Je réfléchis à quel logiciel je vais utiliser à quel moment pour être sûr d'avoir le maximum d'interactions et pas avoir cette sensation effectivement de me retrouver face à un mur. Parce qu'évidemment en distance, si vous posez la question est-ce que vous avez tous compris, eh bien les gens ont leur micro coupé, il y en a un ou deux étudiants qui va ouvrir. C'est pas vraiment le bon type de question. Je préfère à ce moment-là faire un sondage pour vérifier via par exemple un logiciel comme WooClap, mais vous avez d'autres logiciels de sondage qui existent qui permettent de vérifier ça et puis faire de cette construction collaborative de cette manière-là. Donc eh bien, vous avez ici aujourd'hui un petit peu un aperçu de tout mon environnement de travail par rapport aux cours à distance. Et puis j'espère que cette présentation à la fois matérielle et logicielle vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des interrogations sur tel ou tel mécanisme. Ça me donnera peut-être des idées de nouvelles vidéos pour vous présenter plus en détail certaines fonctionnalités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! J'ai oublié de préciser que pour tout ce qui est
flux vidéo, je mets tout le temps un fond différent, et par exemple des fonds, des photos qui avaient été prises dans le cadre de mon établissement, comme ça peut donner aux étudiants l'impression d'être directement dans une salle. J'avais oublié de mentionner un élément, c'est qu'évidemment ici j'utilise ma webcam, la webcam de mon ordinateur, qui n'est pas une webcam de grande qualité. Je pourrais utiliser une webcam extérieure de la même manière que pour le son, mais globalement pour un cours où ce qui va être partagé et qui est le plus important, c'est vraiment le flux de cours, donc le diaporama, les éléments d'interaction, les documents qu'on partage et qu'on affiche. Avoir un flux 1080p par exemple qui est sur ma tête n'a pas un grand intérêt, d'où mon souhait de limiter au maximum le matériel à la fois au niveau vidéo et audio. Donc au niveau vidéo, j'utilise la webcam de mon ordinateur, et au niveau audio, mes AirPods qui font bien le boulot. Voilà. Exemple de webcam. La webcam pour Animal Crossing. La Logitech.